Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour, merci d'être avec nous. Pardon, un peu de retard, on est arrivé un petit peu, je suis arrivé un petit peu à l'arrache, comme on dit. On espère que tout va bien. Ça va, Philippe David? En pleine forme. Oui. Ah, mais en pleine forme, vous êtes en forme, les vraies voix sont en forme, tout le monde va bien. Eh bien écoutez, tant mieux, c'est une très bonne nouvelle. En tout cas, vous pouvez nous contacter au 0826 300 300 pour cette journée un peu particulière de remaniement avec des noms qui tombent, Philippe David. Ah oui, alors c'est pour le moment des rumeurs, mais Bruno Le Maire resterait à Bercy, Darmanin resterait place Beauvau, parmi les ténors. Et puis a priori quelques arrivées, mais pour le moment on est au stade de la rumeur. On vous informera bien évidemment en direct si jamais il y avait une fumée blanche du côté du palais de l'Élysée. Avec pas mal de noms assez farfelus aussi, c'est assez étonnant. En tout cas, on en parlera avec nos invités. Non mais il a dit ça en me regardant moi. Ah oui. Cécile. Parce que moi il n'y avait aucun doute, j'y suis pas. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Allez, le sommaire de cette émission. Le grand débat du jour à 17h30. Les discussions donc vont bon train à l'Élysée sur les compositions du gouvernement du nouveau Premier ministre Attal qui va partir, qui va rester, qui va entrer au gouvernement. Les premières annonces sont attendues aujourd'hui. Là, maintenant, la confirmation. Le Premier ministre s'est donc entretenu 1h30 avec le président Macron cet après-midi. Il doit aussi recevoir les forces vives du pays, syndicats, organisations patronales et associations d'élus, Philippe. Et donc, on vous pose cette question, parlons vrai, est-ce que le plus important, c'est le casting du gouvernement ou la politique qui sera menée? Est-ce que vous vous attendez à des surprises concernant les ministres, ou après, ce sera annoncé un peu plus tard, les ministres délégués ou les secrétaires d'État? Qui espéreriez-vous voir rentrer au gouvernement? Tiens, on attend vos appels au 0826 300 300. Et à cette question, qu'attendez-vous du gouvernement? Vous êtes 3% à dire du changement, 2% de la continuité, 10% une rupture et 85% rien. Et puis le coup de projecteur à 18h30, un sujet aussi très important. Israël accusé de génocide contre les Palestiniens de Gaza. La Cour internationale de justice examine à l'instant, en ce moment, à partir d'aujourd'hui, la requête déposée par l'Afrique du Sud devant la plus haute juridiction de l'ONU. En attendant un examen sur le fond, Pretoria réclame des mesures conservatoires pour stopper les opérations militaires israéliennes et les déplacements forcés d'habitants dans l'enclave, Philippe. Alors parlons vrai, peut-on parler de génocide à Gaza? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays qui pourraient accuser? On peut penser par exemple à la Chine sur les Ouïghours et qui ne sont pas accusés a priori. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Israël a accusé de génocide à la Cour internationale de justice, c'est justifié ou scandaleux? Eh bien vous dites que c'est scandaleux à 53%. Et on en parlera avec Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme. Et vous, au 0826 300 300, vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et pour commenter toute cette actualité, notre ami Philippe Bilger qui est avec nous, bien entendu. Bonsoir Philippe. Bonsoir Cécile, puis-je dire un mot? Oui. Je suis étonné que la composition du gouvernement ne soit pas coordonnée avec l'ouverture des vraies voix. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Ce serait logique. Bah oui. Ils attendent un petit truc, le journal de TF1. Ouais. Les vraies voix, c'est autre chose. Non mais en fait normalement ils veulent concentrer et lâcher prise pour que nous puissions avoir pleine Absolument. audience, lancer les choses et que ce soit nous qui les Absolument. annoncions en premier. Voilà. C'est ça, c'est une stratégie du gouvernement et on les remercie. Françoise Degois est avec nous, éditorialiste Bonjour. Sud Radio. Comment ça va Françoise? Ça va très bien, je voudrais juste rappeler deux choses. Il y a eu Ouais. un très bel événement cette semaine ou la semaine dernière en ce début d'année et puis un désastre. Le très bel événement, c'est la naissance de Eva, la petite fille de Philippe David. C'est ça. Il y a une semaine. Mais le désastre, c'est que c'est Philippe David le grand-père. Je voulais juste dire... C'est ce qu'on appelle au bon accueil, bonjour. Je voulais juste dire à Eva, bienvenue sur cette terre. Ouais. Et plus sérieusement, Et on dit tout corps avec dire toi. à Philippe qu'il est tellement adorable. Il est complètement gaga. Gaga. Je vous dis juste que la seule chose dont il nous parle, c'est de ça. Oui. Tout à l'heure, je le croise dans le couloir, il me sort son téléphone. Avant bonjour, regarde. Oui. Alors là, petit. Et d'ailleurs, merci Françoise, on aimerait qu'il sorte de cette béatitude avant la fin de la semaine, si possible. Parce que ça fait une semaine, c'est bon. Dans 18 ans, on en sera toujours au même point. Allez, Sébastien Ménard est avec nous. Il peut se marrer, Sébastien Ménard, parce que c'est toutes les semaines, il nous montre la photo de sa fille, Bah c'est oui. pareil. Mais il a raison. J'ai une petite pensée pour la maman et pour Ava Victoire, ma fille, et pour mon fils Charles, à qui je fais un gros bisou. Et je suis très content, néanmoins. C'est fini Non pas de les avoir Ça quittés, mais commence. de vous retrouver. Ça y est, c'est bon. Cécile, il faut qu'on
continuer Allez, Parce que moi, ce sera très long. Non. Allez, on vous remercie en tout cas. On vous souhaite la bienvenue. 0826 300 si vous voulez féliciter Philippe, bien entendu. Mais faites-le de votre côté. C'est Corentin qui est avec nous. Bonsoir Corentin. Bonsoir Cécile et félicitations Philippe. Merci. Et dis donc Corentin, bon anniversaire. Bon anniversaire, J'ai envie de Corentin. dire, un jour de retard, mais bon anniversaire Oui, quand mais même. bon. Merci beaucoup. Vous êtes chauffeur routier, vous nous appelez des Pyrénées-Atlantiques. Vous allez nous parler de quoi? Mais tout augmente aujourd'hui sauf le livret épargne populaire. Eh ben, on va en parler dans quelques instants. Vous bougez pas. En attendant, vous laissez des messages sur notre répondeur et on vous en remercie. 0826 300. On vous écoute. Oui, bonjour. Franck à Salignac. Alors, j'entends parler des ZFE, de la nécessité maintenant d'acheter des véhicules électriques pour rentrer dans les villes. Et en 2035, il faudra que tout le monde ait soi-disant un véhicule électrique. Et on entend des artisans ou des commerçants ou des forains qui disent « Oh là là, mais comment on va faire pour travailler on a des vieux véhicules de 2009, de 2010. » Et derrière, un de vos journalistes rembraye en disant « Eh oui, un véhicule électrique, une voiture électrique, ça vaut 15 000, 20 000 euros. Tout le monde n'a pas les moyens. » Non mais aucun artisan ne peut travailler avec une voiture électrique. Un artisan, il lui faut une camionnette. Ford m'a envoyé une publicité, ils essaient de me vendre une camionnette. 57 000 euros. Quel artisan peut s'offrir une camionnette à 57 000 euros? Merci de votre message. C'est vrai que... 57 000 euros, Sébastien Ménard veut réagir. On vous entend pas, On vous Sébastien. entend pas, Sébastien. Le micro marche bien ou pas? Il y a un problème de micro. Je crois vous êtes en mute. Ah, Et c'est- allez-y. Ah. Bah, je Allez. vais déplacer vous de micro. Oui, allez, Ouais, Françoise ouais, Legault, ouais. 57 000 euros. C'était vraiment intéressant, Sébastien Ménard, ou pas? Non, c'est inimaginable. Alors j'espère et je souhaite que on arrive à tout équilibrer, que évidemment les prix baissent et qu'il y ait les aides qui augmentent. Mais c'est vrai que c'est délirant, 57 000 euros, qui peut faire ça? Sébastien Ménard. Ménard. Oui, mais c'est exactement le cas. Moi, j'ai discuté beaucoup avec un certain nombre de copains, ministres sortants, comme d'autres peut-être entrants. On va leur souhaiter bonne chance aussi. C'est que, attention aux effets d'annonce. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des solutions, je dirais, à 15-20 000 euros. Encore faut-il pouvoir assumer 15 ou 20 000 euros. Je rappelle quand même que, évidemment, on a un plan à 100 euros par mois pour permettre à, je crois, 20 000 foyers français de bénéficier d'une voiture électrique. Mais pour l'instant, il n'y a pas de mesure pour les artisans. Et quand on parle de 15 à 20 000 euros le véhicule, un artisan, il met rien dans une petite voiture à 15 ou 20 000 euros. Et comme le dit notre auditeur, c'est un peu plus de 50 000 euros, un outil de travail. C'est hors de prix. Voilà. Je vous rappelle quand même que ce n'est pas que ça, parce qu'il faut réhabiller totalement l'intérieur de ces En camionnettes plus. et ça coûte énormément d'argent. Non, mais ça va baisser. Non, mais je veux dire quand même que, ok, 2035, il a raison, Corentin. Mais on va pas rester sur ce mode-là et ce niveau-là du marché. C'est pas en Corentin, 2030. c'est un autre. Pardon, notre auditeur. C'est pas sur ce mode-là. Le prix du marché, tout va baisser. C'est tellement évident. On va pas rester sur ces sommes-là, évidemment. Allez, on retourne du côté Moins que des ça. Pyrénées-Atlantiques avec Corentin. Corentin, sur qui augmente, tout augmente, vous dites, sauf le livret d'épargne populaire. Tout à fait. L'annonce a été faite aujourd'hui, comme quoi il allait, à partir du 1er février, baisser aux alentours de 4,5%. Ouais. C'était une épargne pour vous importante? Bah oui, quand vous avez besoin d'un peu épargner, vous regardez un peu à droite à gauche et vous voyez que à 6%, c'est quand même intéressant d'épargner, alors que le livret A est plafonné à 3%. Ouais, vous avez raison. Allez, vous restez avec nous, Corentin. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir appelés. Vous allez jouer contre les vraies voix dans quelques instants et Dans pouvoir un commenter. qui c'est qui l'a dit de légende. Commenter, Il y a bien Sébastien entendu, Ménard. ce remaniement qui est en train de s'officialiser dans quelques instants. On va revenir avec Félix Mathieu sur les 3 mots dans l'actu. Et avec vous, Philippe Bilger, le réquisitoire du procureur. On parle de quoi? Quels critères pour un nouveau gouvernement? Bah écoutez, ça nous arrangerait bien de savoir, en tout cas. On en parle dans un instant. Vous souhaite la bienvenue. Merci de votre fidélité. Les vraies voix Sud Radio avec vous, un peu partout sur les plateformes. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Bienvenue et merci de votre fidélité aux vraies voix. Aujourd'hui, il va se passer quand même pas mal de choses parce que on va certainement vous annoncer des noms qui pourraient éventuellement changer au fur et à mesure de ce remaniement gouvernemental, avec des noms qui se profilent quand même. Depuis hier, on annonce quand même Bruno Le Maire acté et Gérald Darmanin aussi. En tout cas, on va en parler avec nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger, bien entendu, Sébastien Ménard est avec nous et Françoise Degois. Allez tout de suite. Avant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. De quoi parle-t-on avec vous ? Eh bien, on va parler de ce remaniement gouvernemental qui commence à s'officialiser avec Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou encore Éric Dupond-Moretti reconduit pour ce qui est des ministères de l'Intérieur, de la Justice et de l'Économie. On va parler aussi de cette affaire emblématique de la période Gilets jaunes, l'affaire Geneviève Leguet, cette manifestante blessée à Nice en procès, elle a porté plainte contre le commissaire. Et puis de ces passeports français, figurez-vous que ce sont les passeports champions du monde. On peut aller presque partout avec un passeport français. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et pour vous, monsieur le procureur, faire un gouvernement, c'est comme faire une équipe de football ou de rugby, ce n'est pas prendre que les meilleurs. Voilà, et je précise tout de suite que je ne vais pas rester dans mon registre habituel d'Atal Mania, et qui m'est gentiment reproché. Non, je me demande, quand on voit à quel point les compositions de gouvernement sous la droite et sous la gauche créent des difficultés, des interrogations, on se demande pourquoi, au fond, on ne choisirait pas tout simplement les ministres qui sont perçus par la plupart des spécialistes de la chose politique comme les meilleurs. Alors évidemment, il y a la division en 2 camps, au minimum, et il y a le fait qu'au sein de chaque camp, il y a des rapports de force et qu'en définitive, j'étais un peu naïf à une certaine époque, Françoise, je pensais qu'il était relativement logique de choisir pour des ministères importants des personnes compétentes qui n'étaient pas forcément des gens qui avaient travaillé dans le secteur, mais qui étaient capables d'avoir une intelligence, une vision, une lucidité. Et parfois, on peut douter de cela, et c'est très dommage, et ce nouveau gouvernement, à moins de procurer d'heureuses surprises, ne me paraîtra pas déroger à la règle. Françoise Degois. Non, parce que le casting principal, on le connaît déjà, c'est Gabriel Attal, donc c'est après très compliqué. Vous comprenez bien que vous pouvez pas faire une surprise sur déjà la surprise du chef, c'est-à-dire que vous annulez complètement... l'effet de communication. Donc, je veux bien qu'on nous donne quelques noms assez farfelus. J'entendais Rachida Dati, etc. Pourquoi pas ? Mais le casting... on l'a déjà. Le casting principal, c'est Gabriel Attal. Tout le reste n'a aucune importance. Et la deuxième chose, c'est que il est inimaginable de penser que Gabriel Attal a le moindre millimètre d'autonomie sur la constitution de ce gouvernement. Celui qui pense que Gabriel Attal peut placer ses petits chevaux, éventuellement un sous-secrétaire d'État, se trompe. C'est évidemment Emmanuel Macron qui décidera et qui tranchera. Point barre. Moi, je veux même pas savoir de quel côté il penchera ce gouvernement, parce que ça va être une continuité. Macron au carré, donc aucun problème. Sébastien Ménard. C'est comme le dit Philippe, c'est toujours excessivement difficile de mettre en place une équipe. Voilà, parce qu'il y a à la fois l'actualité politique qui fait que on peut surprendre ou pas. Il y a la disponibilité des uns et des autres. Je rappelle quand même que le président de la République, c'est pas le cas, parce que là pour le coup il a vraiment choisi Gabriel, et c'est une chance en tout cas pour le macronisme. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais la réalité, c'est que la plupart du temps, on fait souvent des castings par défaut et par dépit. Là, c'est pas le cas. Mais ça a souvent été le cas. Je rappelle quand même qu'avant de choisir Elisabeth Borne, il s'était pris un certain nombre de râteaux, comme on dit, râteaux. Voilà. Oui, par dépit, il n'y a pas de réserve sur le banc. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a autant de monde que ça. Il n'y a rien que dalle, en fait. Vous êtes un peu dur, François. Mais ça fait 1 an qu'Emmanuel Macron essaie d'attirer des gens de gauche ou de droite dans ses filets pour faire des gouvernements, et que ça marche pas. Ça fait 1 an. Ça marche plus. Mais ça on va en parler, les amis. On va en parler dans quelques instants, si vous le permettez. Oui. Avant le débat, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde.
Et 3 mots qui sont casting, charge et passeport. Oui, le casting du gouvernement Attal commence à se dessiner. Bruno Le Maire confirmé à Bercy, Gérald Darmanin à l'intérieur, Sébastien Lecornu aux armées, Éric Dupond-Moretti à la justice. Prisca Thévenot va succéder à Olivier Véran comme porte-parole du gouvernement. Une charge policière devenue une affaire emblématique de la période Gilets jaunes. Le procès de l'affaire Geneviève Leguet s'est ouvert avec à la barre le commissaire divisionnaire et non pas le policier impliqué. Et puis, on n'a pas de pétrole, mais on a de bons passeports. Les Français peuvent voyager dans 194 pays. Passeport number 1 mondial, ex-aequo avec quelques voisins européens et Singapour. Les vraies voix Sud Radio. Les rumeurs vont bon train depuis quelques heures, depuis même quelques jours. C'est désormais semi-officiel puisque l'agence France Presse le confirme de sources concordantes. Bruno Le Maire serait bien confirmé au ministère de l'économie, Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, Sébastien Lecornu aux armées, Éric Dupond-Moretti à la justice. Un changement, Prisca Thévenot entrerait au gouvernement en tant que porte-parole. Elle remplacerait donc Olivier Véran. Voilà, ça se dessine petit à petit. A priori, c'était ce que les rumeurs disaient, hein. Les ministres principaux aujourd'hui et puis sans doute les secrétaires d'État demain. On y revient évidemment dans quelques instants à partir de 17h30 avec votre grand débat. Et le deuxième mot, une charge policière devenue une affaire emblématique de la période Gilets jaunes. On charge! La sommation était faite, vous chargez! Non, on bouge pas, on charge! Moyens lacrymaux et autres, on charge! 22 mars 2019 à Nice, vêtue d'un gilet jaune et d'un drapeau pacifiste multicolore, Geneviève Leguet, 73 ans, militante de l'association altermondialiste, attaque et renversée par une charge policière. Le choc avait occasionné des fractures et une hémorragie crânienne. Dans cette affaire, la plaignante a décidé de poursuivre non pas le policier au contact ce jour-là, mais son donneur d'ordre, le commissaire divisionnaire. L'audience s'est ouverte aujourd'hui à Lyon. Geneviève Leguet, puis ses deux avocats, Ria Halimi et Mireille Damiano, entendent mettre en cause les choix de la hiérarchie en matière de maintien de l'ordre. Que justice soit faite. Il faut que les violences policières arrêtent. On ne peut pas gouverner en blessant les gens. Une charge a été ordonnée alors qu'elle n'aurait pas dû l'être parce qu'elle n'était pas nécessaire, pas proportionnée. C'est finalement la brutalisation du maintien de l'ordre à travers le commissaire qui est jugé qui va être l'objet de ce procès. On a vu cette doctrine évoluer pour en fait pousser à aller au contact des manifestants et à prendre donc tous les risques possibles. Un ordre de charge ni nécessaire ni proportionné avait estimé les juges d'instruction. Au contraire, l'avocat du commissaire Laurent-Franck Liénard évoque un ordre légal mais mal exécuté. Il y a un policier qui a poussé Madame Leguet, qui l'a fait tomber. Il n'est pas là, il n'est pas prévenu, puisque Madame Leguet a décidé de ne pas le poursuivre. Et on poursuit un donneur d'ordre qui a donné un ordre licite. Alors franchement, je ne sais pas ce qu'on fait là. Il a donné cet ordre et l'ordre a été mal exécuté. Je suis désolé, mais il n'est pas responsable de la mauvaise exécution de son ordre par ses subordonnés. Moi, je défends un homme, je défends pas l'institution policière. Un propos recueilli par Hassan Ayadi et Marine L'Esprit de l'agence France Presse. Philippe Bilger. Peut-être que Maître Liénard a raison, mais je suis tout de même intéressé et je dirais agréablement surpris par le fait que pour une fois, on pose une question sur la personne qui a ordonné la stratégie de maintien de l'ordre. Elle est peut-être légitime, mal appliquée, mais ça m'intéresse. Moi aussi, je trouve que c'est plutôt bien. On sait à quel point les policiers ont été pris pendant la crise des Gilets jaunes dans une charnière, une tenaille psychologique, ordre contre ordre, et en plus de ça, obligés d'utiliser des moyens forts avec des gens qui avaient les mêmes revendications que eux, les policiers, dans leur propre vie. Cette période des Gilets jaunes a été un désastre sur le maintien de l'ordre, ça a été vraiment une tâche sur la France. Je rappelle combien de mains arrachées, combien de dieux éborgnés, enfin combien de gens qui ont été éborgnés par les tirs de LBD, la France condamnée pour l'utilisation. Ça a été une période noire que nous avons, je l'espère, refermée, mais ce procès tombe très bien. Sébastien Ménard. Moi, je dirais qu'indépendamment de commenter les faits, que je connais pas, je dis simplement que pour une fois, effectivement, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas le lampiste qui est incriminé et qui est montré du doigt et déféré devant un juge. C'est celles et ceux qui prennent parfois de mauvaises ou de bonnes décisions, c'est selon, et c'est à la justice désormais d'interpréter tout ça. Troisième mot, passeport. La France est désormais championne des passeports les plus puissants du monde. Oui, vous savez qu'en fonction des relations diplomatiques de chaque pays, c'est plus ou moins compliqué pour les habitants de pouvoir se rendre à l'étranger. Eh bien, le passeport français donne accès à 194 destinations dans le monde. Première place pour le passeport français
français, ex-aequo avec nos voisins allemands, espagnols, italiens, mais aussi avec Singapour. On gagne enfin quelque chose. Ouais, voilà, on est champion de ça au moins. C'est déjà ça. Hein. C'est le résultat de l'indice Henlen Partners. En queue de peloton, on trouve l'Afghanistan, dont le passeport ouvre la porte de seulement 28 pays. Même la Corée du Nord, figurez-vous, fait mieux que l'Afghanistan avec 42 destinations possibles, en théorie, en tout cas pour les Nord-Coréens. Je voudrais juste préciser sur ce cocorico que, bien sûr, c'est parce que c'est la France, mais c'est surtout parce que c'est un passeport communauté européenne. Hein, c'est quand même, c'est pour ça qu'on trouve l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne quasiment égalité. Je tiens quand même à remettre, je suis contente, hein, mais remettons quand même. On gagne quand on quitte la France. Quoi. Bah ouais, mais après il y a d'autres aussi pays européens qui ne sont pas dans ce trio, enfin dans ce. C'est les grandes c'est pas très compliqué, c'est les grandes nations et les pays les plus visités au monde. Vous prenez les pays les plus visités au monde, Italie, Espagne, France, où ça dépend. Les pays les plus riches, quoi. Voilà, on est proms. Voilà. Ne tergive. Non, mais je suis très contente qu'on soit proms, d'autant que j'ai un passeport français, donc je suis très contente qu'on soit proms. Mais c'est grâce. Vous croyez que c'est grâce à Attal? Moi, je suis sûr. Non, c'est grâce à lui. C'est grâce à moi. Je suis sûr que Gabriel Attal, l'archange Gabriel, il a beaucoup fait l'arrivée de quelqu'un d'élégant qui inspire confiance. Il a beaucoup fait. Je pense que vraiment. Allez, on y va. Allez, bienvenue dans les vraies voix de la mauvaise foi, bien entendu. Vous restez avec nous. Donc 2 jours après sa nomination, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal et le président de la République finalise la liste du nouveau gouvernement. Là, c'est en train de se faire en ce moment. Qu'attendez-vous vous du nouveau gouvernement? Est-ce que du changement, de la continuité, une rupture? Rien. Pour l'instant, j'ai peur que vous disiez rien à 86%. Oui, 86%. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous attendez un nouvel élan du gouvernement? Vous attendez du changement? Vous attendez quelque chose d'autre que du casting ou des surprises? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et on en parle avec nos éditorialistes du jour. On vous êtes la bienvenue, c'est les Vraies Voix, jusqu'à 19h. Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et notre équipe de jour titulaire, ils sont pas sur le banc. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, Sébastien Ménard. Attention, ça sonne chez Ménard. Attention, ça sonne chez Ménard. Ça sonne chez Ménard. Vous avez un SMS. J'ai décidé de rester ici. Vous avez un SMS, Ménard. Je lis le SMS. Peux-tu dire à Françoise Degois de nous rappeler? On a un sous-secrétariat d'État à lui proposer. Mais moi, si j'avais un sous-secrétariat d'État, mais comment je l'utiliserais pour me venger de... Mes amis, si vous étiez au gouvernement, vous seriez où? Philippe Bilger, vous seriez où? Le poste que je préférerais, c'est ça. Ou la culture ou l'intérieur. Françoise Degois. La culture, évidemment. Ah oui, pour en faire quelque chose de magnificent, parce que on peut penser ce qu'on veut en bien ou en mal de Jack Lang. Le dernier grand ministre de la culture qui a vraiment fait bouger, c'est Jack Lang. Il y a plein de gens pour qui c'est toujours le ministre de la culture. Non, mais la culture, c'est vraiment, c'est avec ça vous arrivez à éduquer les gens. La culture, c'est pour moi le plus grand ministère. Vous auriez aimé les affaires étrangères? Non, j'aurais aimé les affaires étrangères, mais la culture, c'est quand même. Avec Sébastien Ménard. Très clairement, je pense les affaires extérieures, les affaires étrangères. Oui. Et vous, Philippe David? Alors moi, franchement, si c'est pas une boutade, la défense. Et vous? L'intérieur, je parie. Moi, je pense la défense ou la défense. La défense. À l'intérieur direct. Non, mais moi, je deviens secrétaire d'État auprès de Philippe Bilger. Ou alors, à l'intérieur. L'armée. Oui, la défense. C'est déjà pris par Philippe. Moi, tout ce qui est l'ordre, c'est pour moi. Donc on fait voilà. Et l'ordre, je vais le donner puisqu'on va lancer le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un remaniement de ce type veut dire un changement de cap, en tout cas une inflexion dans une présidence. On sait que Emmanuel Macron et Gabriel Attal ne veulent plus avoir de secrétaire d'État. Il y aura des ministres délégués qui vont être nommés. C'est de savoir si le nouveau gouvernement, s'ils sont prêts à se soumettre à un vote de confiance. Parce que dans toutes les démocraties du monde, un nouveau gouvernement, quand il est formé, il vient obtenir la confiance auprès du Parlement. Il y a une échéance qui sont les élections européennes. Et que si ces élections européennes sont un échec, ce gouvernement sera dépolitisé au bout de quelques mois. Et les discussions vont bon train encore dans la presse avec les journalistes, l'Élysée sur la composition de ce gouvernement. Attal, qui va partir, qui va rester, qui va rentrer au gouvernement. Les premières annonces sont tombées. On attend la suite, Philippe. Oui, alors on annonce par exemple le maintien d'Éric Dupond-Moretti comme garde des Sceaux, de Bruno Le Maire à Bercy, de Gérald Darmanin à l'intérieur. Est-ce que pour vous, si c'était vraiment le cas, ça manquerait d'ambition et de renouveau? Est-ce que pour vous, le plus important, c'est le casting du gouvernement ou est-ce que c'est la politique qu'il mène? Est-ce que vous attendriez, à une ou deux surprises? Et qui voudriez-vous voir nommer
Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et à cette question, qu'attendez-vous du nouveau gouvernement? Vous dites rien à 87%, une rupture pour 9%, du changement pour 3% et de la continuité pour 1%. Philippe Bilger, quand on voit certains ministres qui sont confirmés depuis hier, on sent qu'il y a eu beaucoup de négociations quand même. Oui, en même temps, si je peux, je suis tout de même étonné par le score que vous venez de donner sur les auditeurs. Ça montre que l'intérêt pour la chose politique, tout de même, s'est considérablement réduit. Oui. Parce que qu'on puisse atteindre un tel score pour dire qu'on n'attend rien d'un nouvel gouvernement, ça démontre un défaut de curieux. Et d'autre part, et c'est plus grave, quelque chose qui relève presque d'une attitude désespérée devant la situation politique d'aujourd'hui. On n'en attend plus rien. N'importe quel changement ne peut pas aboutir à un changement dans l'opinion publique. Alors, sur cette composition de gouvernement, il me semble qu'ils ont été écartelés entre une double tendance. Il est évident que on avait envie de garder les poids lourds du gouvernement qui représentent, qu'on les aime ou pas, tout de même, des ancrages forts sur le plan de la compétence. Et en même temps, on va évidemment compliquer la tâche de l'excellent Gabriel Attal. Ça y est, c'est parti. Qui va se retrouver en face de poids lourds qui vont vraisemblablement, psychologiquement et politiquement, lui créer à la longue des incommodités, voire d'extrêmes difficultés. Et je donne la parole à la plus qu'excellente Françoise Degois. Oui, merci beaucoup, parce que on va voir, mais il aura un défenseur, Gabriel Attal, il pourra toujours se rassurer. Il y aura toujours Philippe Bilger tous les jours. Chaque fois que quelqu'un sera très méchant avec lui, il y aura toujours Philippe pour dire. Mais c'est un bonheur de le défendre. Comme vous avec Mélenchon, jusqu'au moment où... Sérieusement, non, oui, bien sûr. Enfin, c'est pas les mêmes niveaux de compétences. Mélenchon n'a jamais été Premier ministre. Je voulais juste vous dire... Parce qu'il n'a pas pu. Parce qu'il n'a pas pu. Sur ses affiches. Et je pense que nous l'aurions bien tabassé une fois qu'il aurait été aussi au pouvoir, parce que c'est très important aussi de juger les gens. Moi, je crois que vous êtes un peu sévère avec les gens qui n'attendent rien. Pourquoi voulez-vous que les gens attendent quelque chose? Ça fait 7 ans que 75% des Français subissent ce président et ce gouvernement et le macronisme. Emmanuel Macron, c'est 20-22% la France qui va bien. Et c'est normal, c'est la démocratie. Il a été réélu parce qu'entre deux mots, on a choisi le moindre. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils attendent d'un Macron au carré, un Matignon? Qu'est-ce que vous voulez que ça change? Il y a les plateaux télé avec des délires, on atteint des délires sur les louanges sur Gabriel Attal qui sont, c'est presque nauséeux, enfin je veux dire c'est presque malséant et gênant. Vous avez des grands éditorialistes qui expliquent qu'il s'appelle Gabriel comme l'archange Gabriel, mais c'est pas que ça. Je veux dire, on est dans on vend Attal comme on a vendu Macron, donc les Français ils connaissent ça par cœur, ils voient tout à fait la musique, ils s'en fichent en fait comme de l'an 40 et il est tout à fait normal que les poids lourds soient maintenus, non pas parce qu'ils vont être méchants avec Gabriel Attal, c'est qu'ils ont subi une telle humiliation, mais ça c'est Emmanuel Macron, vous voyez, et il a ouvert lui-même la propre guerre de succession dans son propre camp, ce qui est quand même complètement délirant. Moi je pense vraiment que c'est grotesque et c'est très triste en fait. Qu'est-ce que vous attendez du nouveau gouvernement? Qui est-ce que vous voudriez voir nommer? Venez nous le dire au 0826 300 300. Sébastien Ménard. Évidemment, je suis pas du tout d'accord avec Françoise Degois. C'est étonnant. La peste. Non, mais on tombe parfois d'accord. Ça nous arrive aussi. Oui. Voilà. Mais là, je suis en bonne santé, donc je vais pas être d'accord. Et je suis plutôt remonté après cette trêve des confiseurs. Non, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, on a évidemment le macronisme, Emmanuel Macron et Gabriel Attal, Premier ministre, a besoin de poids lourds dans son gouvernement. Évidemment. Il a besoin de Gérald Darmanin, il a besoin de Bruno Le Maire, il a besoin d'Éric Dupond-Moretti. Il y aura peut-être d'ici quelques minutes d'autres surprises. Voilà, il a évidemment besoin de tout ça parce que le poids politique d'un Gérald Darmanin n'est pas insignifiant. Le poids politique d'un Bruno Le Maire, il en a besoin. De la même manière, le président de la République a besoin du poids politique. Et on peut être d'accord ou pas de François Bayrou et de ce que François Bayrou pèse et va quelque part imposer et négocier d'abord, imposer ensuite dans ce gouvernement.
Je suis d'accord avec ce que dit Sébastien, pour la bonne et simple raison qu'on peut s'appeler Emmanuel Macron, être Dieu, et donc maintenant il a son archange Gabriel, puisque c'est en gros comme ça ce que nous vend la presse depuis lundi. Quand je dis que c'est grotesque, on se fait fiche de notre figure par le monde entier avec cette capacité de la presse française à être en pamoison, c'est délirant. Mais ça, je referme la parenthèse. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que Emmanuel Macron, il a mis quand même beaucoup de gens en colère avec ce choix. Et c'est presque, on se demande même si c'est pas même pour faire exprès, parce qu'il adore, c'est le côté de Macron qui adore emmerder, passez-moi l'expression, tout son petit monde. Bayrou n'était pas d'accord pour le choix d'Attal. Alexis Collère n'était pas d'accord pour le choix de Gabriel Attal. Vous ne pouvez pas vexer vos alliés tout le temps. Ça n'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais François, les choix classiques, on les a pas voulus. Mais ce choix-là, il va tenir 48 heures. Regardez le sondage de satisfaction des Français. On m'explique que le Messie est arrivé, qu'on a retrouvé le Dalai Lama et le successeur du Dalai Lama, et maintenant l'archange Gabriel. Non mais franchement, c'est à se taper les fesses par terre. Et regardez ce qu'en pensent les Français. Les sondages, c'est 48-56%. Il n'y a pas de quoi se relever la nuit et se prendre une douche. Regardez sérieusement Elisabeth Borne quand elle est arrivée, elle navigue entre 53 et 59%. Mais les Français sont très lucides. Ils font confiance à l'ancien ministre et ils doutent peut-être de ses capacités comme Premier ministre. Je pense que vous ne réalisez pas, Philippe, à quel point la mécanique avec Emmanuel Macron est cassée. Je pense que vous ne réalisez pas à quel point, et moi je suis sûr que Sébastien Ménard, en son fort intérieur, il sait qu'il est d'accord avec moi. Je vais vous répondre. À quel point il y a quelque chose qui s'est brisé aussi pendant la réforme des retraites, à quel point quand même votre électorat est dans la rue pour vous dire non, s'il te plaît, ne fais pas ça, vous ne donnez rien à moudre. Vous dites les gens, parce que on se casse la tête contre un mur avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'ils font les Français? Ils sont pleins de sagesse, ils attendent que ça passe et que ça finisse en 2027. Voilà. Ils disent bon allez, on a encore 3 ans et demi à serrer les fesses, ça va. Voilà. Sébastien Ménard, et après on part au 0826 300 Juste 300. une rumeur là qui arrive. Catherine Vautrin, ministre du Travail. Vautrin voit les choses. Hein. Dis donc, pas mal. Elle est très bonne. Mais elle est classique, mais je vais répondre à Françoise de Gois. Moi, je suis pas certain. Évidemment, la relation et l'exercice du pouvoir a abîmé la relation privilégiée, je dirais l'idylle du début entre Emmanuel Macron, les Françaises et les Français. Mais la réalité, c'est que j'ai la faiblesse de croire qu'un certain nombre de Français souhaiteraient que la situation s'améliore. Pour eux-mêmes, d'abord, pour le pays, pour eux-mêmes, et que ça passe aussi par une amélioration de la perception qu'ils peuvent avoir de l'exercice du pouvoir par et avec Emmanuel Macron. Et là, quelque part, cette surprise, alors qui n'en est pas pour celles qui n'est pas une réelle surprise pour celles et ceux qui connaissent Emmanuel Macron et qui connaissent les jeux de pouvoir à l'intérieur du macronisme. Bien sûr. Mais ça n'a pas été une surprise pour toi, par exemple. Mais la réalité, c'est que pour un tas de gens qui étaient un peu désenchantés, se disent finalement ce vent de fraîcheur qui souffle sur la Ve République avec la nomination il y a quelques heures au poste de Premier ministre de Gabriel Attal est une bonne nouvelle. Et on peut au moins laisser à Gabriel Attal et à Emmanuel Macron ce bénéfice-là. Mais ce bénéfice, il le prend parce qu'il a des papiers plutôt bons, ce qui n'était pas arrivé à Emmanuel Macron depuis des mois et des mois. Mais je ne sais pas où vous sentez le vent de fraîcheur qui souffle. En réalité, regardez Mais c'est quand même incroyable. Il y a notre monde, notre entre-soi, et malgré tout, même nous, les vraies voix, malgré notre esprit disruptif, on n'y échappe pas. Une espèce de petit blablatage très parisien sur Gabriel Attal. Et puis, il y a la réalité des gens. Vous pensez... mais allez faire des sondages, allez voir les gens en province, si vous pensez que Gabriel Attal, quelqu'un en a quelque chose à faire. Mais vous avez raison, Françoise. On dit pas le contraire de ce que vous dites. On dit simplement que, ça fait du bien. Mais en quoi ça fait du bien? Mais Bruno Le Maire, ça aurait été très bien aussi. Moi, j'aurais applaudi. Mais tiens, voilà une décision responsable. Ce que je ne comprends pas, c'est l'espèce de volupté avec laquelle vous refusez, face à un camp que vous n'aimez pas, toute bonne surprise. Mais ce n'est pas une bonne surprise pour moi. C'est pas une question de principe. Ça pourrait arriver. Je vous dis depuis des années que moi, je pense que Gabriel Attal n'est qu'un objet de communication. Ça fait des années que je vous explique que Gabriel Attal, j'ai pas attendu qu'il
qu'il soit Premier ministre pour le dire. Ça fait des années que je le connais, y compris au Parti Socialiste. Donc on peut aussi penser que les gens ne se densifient pas comme ça de façon exponentielle. C'est pas une question de principe. Si Bruno Le Maire avait été nommé, je ne vous aurais pas dit la même chose. Il y a une prise de conscience de la situation critique politique de la part d'Emmanuel Macron, et il prend des mesures politiques à Matignon. Il ne prend pas une mesure politique avec Attal, il prend de la communication. En tout cas, quand Emmanuel Macron dit je vais emmerder les vraies voix et faire en sorte qu'ils s'engueulent, ça a fonctionné. Allez, 0826 300 avec Corentin qui est avec nous. Corentin, vous nous entendez ? Oui, on vous écoute. Oui, je vous entends très bien. À cette question que l'on vous pose, qu'attendez-vous du nouveau gouvernement, du changement, de la continuité, de la rupture ou rien ? Du changement. Du changement, clairement. On a subi la politique de Madame Borne, la coup de 49.3. J'attends de voir ce que M. Attal fasse à la tête du gouvernement. Alors, quand vous dites du changement, c'est dans ce mot, il y a quand même un peu d'espoir. Oui, tout à fait. Je suis pas macroniste, mais j'ai vu ce qu'il a fait dans le bref passage au niveau de l'éducation, et ça me plaisait. Donc, à voir ce que ça va faire. Ah ben voilà, on est dans le camp Philippe Bilger. Corentin me paraît très raisonnable. Voilà, et Corentin, ça aurait été Corentine, elle aurait dit l'inverse. Vous avez dit, oh là là, va des rétros, Corentine. Ah non, je ne me ferai pas. Une question, est-ce que vous imaginez quand même, parce qu'elle était quand même assez rigide, qu'on le veuille ou non, Elisabeth Borne, on va dire, mettre de l'huile dans les rouages pour Gabriel Attal avec le Parlement. Tiens, Sébastien Ménard. Non, bien sûr. Je sais pas quoi vous répondre. Mais je vous posais la question quand même. Oui, mais comme vous connaissez les deux. Je n'ai rien à dire sur Madame Borne, absolument rien. Je dis non, je dis simplement. Quel focus, c'est pas possible. Non, mais je vais répondre. Allez-y, on a quand même une personnalité une personnalité beaucoup plus habile, beaucoup plus audacieuse, beaucoup plus jeune, beaucoup plus disruptive, beaucoup plus disponible politiquement parlant, en la personne de Gabriel Attal, pour faire des deals, pour négocier, etc., etc. Voilà. Est-ce que encore une fois, et là je vais mettre une pierre du côté de Françoise de Gois, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga pour négocier avec Marlex ou avec Ciotti. Il faut quand même pas se tromper. Merci, Sébastien. Il faut quand même pas se tromper. Mais je pense que ça sera plus facile. Ça ne veut pas dire qu'on obtiendra quelque chose. C'est une erreur de penser que Elisabeth Borne est une très bonne négociatrice. Oui. Gabriel Attal, sous ses airs très doux, est extrêmement arrogant. Vous allez voir, comment il négocie. Oui, mais ça, vous l'avez dit. Allez, Françoise, sur les rumeurs, là, Rachida Dati à la culture, vous en pensez quoi ? Est-ce que ça, pour le coup, c'est surprenant ? Moi, j'aime beaucoup Rachida Dati. Rien n'est impossible avec elle. Là où je dirais peut-être quelque chose d'un peu plus positif, c'est si effectivement on s'oriente. J'entendais Fabien Roussel ce matin, j'entends Rachida Dati. Est-ce qu'il va picorer ? Est-ce qu'ils sont en train de nous concocter là les deux ? Fabien Roussel, ce serait énorme. Non. Est-ce qu'ils sont en train de nous concocter un gouvernement d'union nationale ? Alors là, je dirais chapeau l'artiste si on aboutit à ça. J'ai pas l'impression. Je pense que ça va être picoré. Ça n'ira pas jusque-là. Mais je n'en sais rien. On ne sait pas. On ne sait pas. Tout est possible. Mais donc ce serait plutôt une bonne idée, surprenant. Positivement. Il y a d'autres gens, je ne pense pas que la culture soit la spécialité de Rachida Dati. Si on la met à la culture, c'est qu'on veut faire une prise. Des ministres dans des ministères spécialistes, c'est pas non plus tout le temps. C'est tout à fait normal, dommage à chaque fois de sacrifier la culture, je suis désolé de le dire. Rachida Dati, elle est ministre de la culture comme je suis archevêque. Mettez-la à autre chose. C'est une rumeur pour le moment. Hein. Non, mais vous pouvez la mettre à autre chose qu'à la culture. Oui. Enfin, pourquoi est-ce qu'à chaque fois la culture, c'est une espèce d'endroit, un colifichet qu'on donne, comme à l'époque on donnait la Sicile, l'île, en disant tiens, je te donne en plus la Corse. Vous êtes dur et injuste. Mais non, j'aime beaucoup Rachida Dati, mais ce n'est pas son genre de beauté, la culture. Elle serait beaucoup mieux ailleurs. En tout cas, il y a effectivement peut-être une affinité particulière pour Rachida elle-même, pour la culture. Est-ce qu'elle en a l'envie? Probablement. Est-ce qu'elle en a toutes les compétences et tous les talents? Elle en a pas moins que les autres. Elle en a pas moins que les autres. Elle en a pas moins que les autres. Je ne vais pas répondre à cette question. Et je dis simplement que c'est une bonne nouvelle. Le fait qu'on ait des personnalités politiques de toutes les couleurs qui décident sur la fin du quinquennat. Voilà. Toutes les couleurs de droite. Toutes les couleurs de droite. Les amis de gauche sont aussi les bienvenus. Mais ils veulent pas. Oui, mais alors il y aurait plus de droite. Allez, on attend. On attend forcément la liste définitive. Prescat Evenot.
au porte-parole. Suffisamment de mauvaise foi pour être porte-parole, donc c'est le rôle qui Mais c'est un rôle important, bien de sûr que rien, Bien sûr que c'est très important. Regardez avec quel talent Gabriel a succédé à Sibeth. Ah ouais, ça c'est vrai. Tout de même, c'était pas très facile. Là, c'était pas dur de faire mieux. Non, Allez, mais comme avec ce talent, il a eu la chance de succéder à des médias. Non, mais ça c'est la chance, c'est le truc des génies. Vous savez, c'est normal. Il est marqué par les dieux. Il a tellement de chance. Ce n'est pas dévoiler des secrets que de dire qu'il y aura quelques proches, dont Prisca, évidemment, proches de Gabriel Attal, qui seront dans ce gouvernement. Normalement, il devrait dire proche de Gabriel, parce qu'il faut faire du marbre-tigre. On y va, puisque dans un instant, Corentin va pouvoir jouer avec nous, contre vous en tout cas, au qui c'est qui l'a dit, au quiz de l'actu. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix bruyantes, mais c'est l'Assemblée nationale ici, c'est le remaniement. Allez, à tout de suite. Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, on est ravis de vous retrouver. 0826 300 300, vous voulez commenter l'actualité aujourd'hui avec nous. Vous êtes bien entendu les bienvenus jusqu'à 19h avec Philippe Bilger aujourd'hui, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Et notre auditeur Corentin qui nous appelle de Mourenx dans les Pyrénées-Atlantiques. Et oui, à qui on souhaite la bienvenue et surtout bon courage. Allez, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Mon cher Corentin, vous répondez en premier à la question. Si vous n'avez pas la bonne réponse, ce sont les vraies voix qui s'y collent, sachant que maintenant les questions ont des points. Et on commence par un premier qui c'est qui l'a dit de 3 points. La nomination d'Elisabeth Borne était une erreur de casting majeure. On ne nomme pas une première ministre de gauche dans un moment où la France attend une politique de droite. Corentin. Non. Marlex. Copé. Bonne réponse de Sébastien Ménard qui ont dit 3 points. Jean-François Copé, 3 points. Qui c'est qui l'a dit? Ce n'est pas un homme politique, c'est un intellectuel. La meilleure chose qui pourrait arriver à l'Europe, c'est la disparition des États-Unis. Oh là là. Aucune idée. Moi, j'ai aucune idée. Emmanuel Todd. Bonne réponse. Ah oui, je l'ai pas vu ça. C'était ce matin. Exactement. Bonne réponse de Sébastien Ménard. C'est incroyable. 2 fois 3 points. Non, c'est 3 points. Allez. Qui c'est qui l'a dit? 2 points. On a un président omnipotent qui fait tout et qui cherche simplement des visages et des personnalités. Corentin. Françoise Degois qui a dit ça. Non. C'est ce que j'aurais pensé, mais non, aucune idée. Langauchat, Corentin. Mélenchon. C'est une femme. Pas mal. Non, l'autre. c'est une femme. C'est Clémentine Autain. Ah non, il l'a dit dans le casque. Daniel Obono, vous avez dit, Corentin? Non. Daniel Obono. On a dit le point est à Philippe Bilger. Vous rigolez ou quoi? Oh non, c'est pas possible. Non, là, je m'y colle pas. Non, mais arrêtez vos délires. François, stop. ça s'appelle de la stratégie. Allez, on y va. Qui c'est qui l'a dit sur l'inflation? Bruno Le Maire me fait penser à Madame Irma. Corentin. C'est rigolo en même temps. Aucune idée. C'est un chef de parti. Pressenti ministre. Pressenti ministre. Roussel. Bonne réponse, Fabien Roussel. Un point pour Sébastien Ménard. Pressenti ministre, mais c'est n'importe quoi. On l'a dit il y a 5 minutes. Il a dit ce matin que si on lui proposait, je crois qu'il sera à l'écoute de il n'est pas pressenti ministre. Allez, dernière question. -2. Allez, dernière question. Qui c'est qui l'a dit à 1 point. Pourquoi Gabriel Attal a réussi à l'école? Point d'interrogation. Il est parti d'un truc tout con, du constat que tout le monde fait. Corentin. Et c'était ce matin sur Sud Radio. Bonne réponse. Un point pour Corentin. Il n'y a eu qu'un point, il nous a écrasé. Et donc, Robert Ménard. Ça fait combien? Eh bien, écoutez, 7 points pour Sébastien Ménard, 1 point pour Corentin. Et le duo Bilger-Degois-Fanny, ça c'est historique. C'est historique. C'est Federer-Nadal qui passe pas un premier tour au Grand Chelem. Attendez, chers amis, merci beaucoup Corentin d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup d'avoir été notre vraie voix du jour. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu. Asseyez-vous, Françoise Degois. On parle de quoi dans un instant? Eh bien, de la révolte des agriculteurs en Allemagne. C'est une première historique. C'est des centaines de milliers d'agriculteurs qui bloquent les routes et le pays. Sébastien Ménard. Le macronisme est bien vivant. Il y en a marre du nœud de vipère de long. Ah bah voilà, très bien. 0826 300 300, soyez les bienvenus. Et merci de votre fidélité à Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Bienvenue dans Les Vraies Voix. On vous tient informé parce que ça devrait tomber dans quelques minutes, ce remaniement avec les noms définitifs. On vous tient informé au fur et à mesure aujourd'hui avec Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Et en attendant du coup de gueule de Philippe David avec Félix Mathieu, on revient finalement sur un événement tous les jours. On donne la parole, on donne le micro au territoire et sur des événements et sur sur lesquels on a envie de donner un éclairage. Oui, alors on va partir du côté de Vic en Bigorre ce soir. Vic en Bigorre, 5000 habitants dans les Hautes-Pyrénées. Le maire vient de faire paraître une tribune qui a un peu attiré notre attention dans le Figaro. Il y réclame la création, figurez-vous, d'un ministère de la ruralité pour remédier à la fracture entre métropole et campagne. Alors exceptionnellement, c'est pas un coup de fil, il est venu nous voir en studio. Bonsoir Clément Monet. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix. Maire Horizon de Vic en Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Merci d'être ici. Alors bon, vous avez pas eu de coup de fil sur le remaniement, sur ce hypothétique ministère de la ruralité? Non, pour l'instant. J'ai pas encore eu de coup de fil, en tout cas j'ai pas eu de coup de fil, mais je pense que la ruralité viendra peut-être dans une deuxième vague. Alors vous commencez avec un constat, cette tribune. Selon vous, les ruraux bénéficient moins que les autres Français de l'investissement public? Oui, j'aime bien mettre deux chiffres l'un en face de l'autre. Le premier, 100 milliards pour les projets nationaux de rénovation urbaine, alors sur plus de 20 ans, et puis les 3 milliards de petites villes de demain sur 5-6 ans, qui montrent en fait la différence entre ces deux chiffres qui sont importantes. Et c'est vrai que la France de la ruralité, celle que j'appelle la France de la ruralité, c'est-à-dire la France des sous-préfectures, des bourgs-centres, des campagnes, des montagnes, la France qui travaille, a l'impression d'être parfois oubliée, et c'est parfois le cas. Et résumé à quelques clichés finalement, c'est ce que vous dites. Parfois, elle est vue de Paris comme elle est vue de Paris à travers une fenêtre de TGV, comme un beau paysage de montagne ou derrière une affiche électorale, voyez-vous. Or derrière, il y a de véritables bassins de vie. Je les connais comme maire, je les connais comme chef d'entreprise, et je souhaite que la ruralité devienne un véritable atout pour le pays. Aujourd'hui, c'est plutôt délaissé. Vous avez l'impression que ce sont des territoires encore oubliés, et même si on y prête de plus en plus attention. On y prête de plus en plus d'attention depuis les Gilets jaunes, pour être clair. Oui. Et le gouvernement a fait un bon nombre de choses. En réalité, il a mis en place les maisons France Service, un peu plus de 3000, les réseaux, la 4G, la 5G, la fibre. Gérald Darmanin, il y a encore des zones blanches. Hein. Il y a encore quelques zones blanches, mais il y a un véritable progrès. En réalité, sur le terrain, on voit qu'il y a quand même un véritable progrès. Il y a aussi les 200 brigades de gendarmerie qui ont été annoncées par Gérald Darmanin. Le programme Petite Ville de demain, il y a des choses qui sont faites, mais ça n'est pas encore une priorité pour la nation. Et moi, je souhaite justement la création d'un ministère de la ruralité qui soit un ministère transversal, qui vienne être un peu le poil à gratter de toute l'action publique et de toutes les décisions publiques. Philippe Bilger, je vous vois très intéressé. Si je comprends bien, ce ministère que vous souhaitez, c'est pour relever le défi de tous les déserts français. Exactement. C'est un petit peu ce qu'on a fait pour l'environnement. Voyez-vous, on a essayé d'instaurer un paramètre environnemental dans toutes les décisions publiques. Je pense qu'il faut aujourd'hui mettre un paramètre ruralité, rural, qui sera peut-être différent d'ailleurs d'une région à l'autre, dans l'intégralité des décisions publiques, qu'il s'agisse de l'éducation, du logement, des transports, de l'industrialisation, et pouvoir à chaque fois se dire, est-ce que dans ces décisions publiques, on a pris en compte les spécificités de la ruralité? Vous qui vous connaissez bien la France, Françoise, oui. C'est une bonne idée, je trouve. Je trouve que c'est une excellente idée. Et elle émane d'un Haut-Pyrénéen. Alors là, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, ça monte le niveau, la qualité de l'idée. Étant né à Tarbes et ayant grandi à Argelès-Gazos, nous sommes quasiment païens, hein, on est quasiment voisins, vous et moi. Exactement. Je trouve que c'est une excellente idée. Je m'étonne même. Est-ce que ce ministère a déjà existé ou pas? Peut-être qu'il était rattaché à l'agriculture, peut-être. Mais c'est vrai que réduire la ruralité à l'agriculture, c'est assez limité. Et c'est très bien, très bonne idée. Si Gabriel Attal, Dieu sur terre, nous écoute parce qu'il peut faire plusieurs choses à la fois selon Philippe Bilger, c'est-à-dire Philippe est en train de le textoter. Remanier événements. Je pense qu'en plus on a un très bon casting là. Allez, une minute, Sébastien Ménard, peut-être que vous aussi. Et puis moi je vais parler de ma petite casquette d'élu local au Pays Basque. C'est quand on regarde l'image d'Épinal entre guillemets du Pays Basque, c'est souvent la côte, c'est souvent Biarritz, mais c'est d'abord je dirais toutes ces terres, cet intérieur des terres qui aujourd'hui peut accueillir des populations qui viennent s'installer chez nous, puisque la pression foncière, etc., fait que le littoral, la côte est totalement inaccessible. Donc il faut des services publics, il faut des transports, il faut des investissements, il faut de la présence, je dirais, de l'État un peu partout sur ces territoires qui sont très attractifs. Allez, le mot de la fin, 20 secondes, Clément Monet.
le ministère de la Ruralité existe, mais qu'il dépend du ministère de l'Environnement. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il dépende simplement du Premier ministre et qu'il puisse aller mettre son grain de sel dans toutes les décisions publiques. Merci beaucoup d'être venu. Clément Monet, qui est le maire de Vic en Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Allez, merci beaucoup. Restez avec nous. Les vraies voix Sud Radio. Et pour mon coup de gueule, on va quitter la ruralité pour prendre le chemin de la capitale, où on peut dire qu'il y a de l'eau dans le gaz, surtout que les Qataris sont dans l'affaire, entre le PSG et la mairie de Paris. Pourquoi ? Parce que les Qataris veulent racheter le Parc des Princes à la ville, mais que la ville ne veut pas le vendre. Le ton est tellement monté que Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, a déclaré, je cite, « C'est parce qu'on est du Qatar, parce qu'on est arabe », sous-entendant une décision raciste de la mairie de Paris, chose à laquelle le maire adjoint en charge de la transformation de l'espace public, l'écologiste David Béliard, a répondu « Je m'opposerai à la vente de ce patrimoine parisien à des intérêts privés, quelle que soit leur nationalité. Me traiter de raciste relève de la diffamation et n'est pas au niveau des enjeux de ce débat important, pardon. » La situation est tellement tendue que le PSG a évoqué la construction, accrochez-vous bien, d'un nouveau stade à Montigny-le-Bretonneux, à 22 km à l'ouest de Paris. Alors inutile de dire que construire un nouveau stade à 22 km de Paris, qui laissera le Parc des Princes 50 000 places, sans club résident, ou avec un club de 2e division qui accueillera 5000 spectateurs, alors qu'on a déjà été incapable en 26 ans de trouver un club résident au Stade de France, ça laisse rêveur, pour ne pas dire pantois. Vous êtes d'accord, Philippe Bilger ? Totalement. Oui, mais je pense que la mairie de Paris a raison de ne pas vouloir brader ce club qui est... c'est pas pris parti, hein. Je sais, j'ai bien vu que vous avez... Et puis Nasser commence à nous courir au lieu j'en ai marre, nous traiter les gens de racistes, qui commence déjà par payer ses impôts et qui nous explique surtout comment il y a 128 millions d'impôts qui se sont évaporés avec la gentillesse d'un certain nombre de ministres que le PSG aurait dû payer. Ils sont fatigants. En fait, ils sont fatigants et je trouve ça normal qu'on garde... D'ailleurs, ce serait une mairie dirigée par Rachida Dati, je dirais exactement la même chose. C'est normal qu'on garde ce patrimoine. Le Parc des Princes n'a pas à appartenir à qui que ce soit. Pas plus au Qatari que... Sébastien Ménard, je vais parler sous le contrôle de Philippe David, mais c'est souvent, quelque part, une espèce de vue de l'esprit souhaitée par les présidents de clubs. Il y a beaucoup de présidents de clubs qui ont des lubies. Il y en a eu à Nantes, il y en a eu ailleurs, etc. Ils veulent être propriétaires de l'enceinte. Voilà, c'est comme ça. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. Dès que ce remaniement, en tout cas les noms officiels de la liste des nouveaux ministres tombent, on vous tient informé, bien entendu. Le tour de table de l'actu de nos vraies voix avec vous, Philippe Bilger. Il y en a assez du nœud de vipère de long. Et avec vous, Sébastien Ménard. Le macronisme n'est pas mort. Ah ben voilà. Et Françoise Degouard. La colère des agriculteurs allemands qui est délirante, en fait, du jamais vu et historique. Très bon sujet, on en parle dans un instant. Vous voulez réagir ? C'est normal. 0826 300 300 Sud Radio, parlons vrai, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes en direct avec les vraies voix de retour. Et alors ça papote, hein, forcément. Là, on a l'impression d'être dans cette pièce ronde là où tout se joue. Où finalement, c'est Françoise Degouard, Philippe Bilger et Sébastien Ménard qui vont définir qui sont les bons et les mauvais ministres. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là. On a des confirmations quand même, hein, Cécile. Oui, et justement, je voulais en parler. Allez-y, mon petit chat. Eh bien, Oudéa Castéra, la ministre du Sport, Amélie, aujourd'hui, semble être nommée Éducation nationale et jeunesse et sport. Moi, ça ne me choque absolument pas qu'on groupe les deux ministères. Mais après, ça veut dire qu'Aurore Berger, qui avait les faveurs de Gabriel Attal, ne semble pas avoir ce poste. Rachida Dati, c'est quand même ça la surprise, qui devient ministre de la Culture. Je trouve ça assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup la personnalité de Rachida Dati. Pour l'instant, c'est toujours en point d'interrogation. Non, c'est confirmé. En fait, c'est quasiment officiel. Vous savez, il y a la liste qui va être donnée sur le perron de l'Élysée dans quelques minutes. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir si c'est Alexis Colère ou Julien de Normandie qui donnera cette liste. Voilà. Est-ce que Alexis Colère... Pour l'instant, il est dit que c'est Alexis Colère qui donnerait cette liste. Pour l'instant, en tout cas. Des commentaires sur Rachida Dati, je sais pas, les amis. En même temps existe toujours. Oudéa Castéra fait les deux. Ouais. Non, vous n'avez pas l'air satisfait. Hein. Vous n'avez pas l'air satisfait de ça. Non, parce que je doute peut-être à tort de ses capacités à l'éducation nationale. Il fallait suivre un bilan impressionnant tout de même, celui de Gabriel Attal. Allez les amis, tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Regardez les actualités régionales. Tour à tour, finaux. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité, je lui donne. Demi-tour.
Le tour de table de l'actualité. Et on sort de la cuisine politicienne pour aller dans la cuisine familiale, dans la famille Delon, Philippe Bilger. Absolument. Ce matin, j'ai évidemment acheté Paris Match et j'ai vu à nouveau en couverture Alain Delon avec, je crois, c'est l'un de ses enfants. Et j'ai soutenu ailleurs, Cécile et Philippe, que ça commençait à suffire et que aussi désireux que soient les médias de satisfaire, paraît-il, la curiosité de certains citoyens, il y avait tout de même des hiérarchies à respecter et que maintenant ça commence à bien faire sur le nœud de vipère Delon. Ça n'a plus aucun sens qu'on laisse simplement ce magnifique acteur, cet immense acteur, reposer doucement dans la belle nostalgie de ses multiples admirateurs, qu'on arrête de nous accabler avec ces histoires. Certes, on affirme encore une fois que les gens se ruent sur les émissions qui parlent de ça, peut-être, mais il y a un moment où des médias responsables sont capables d'arbitrer, de dire ça suffit. Françoise Degois. Moi, je suis d'accord avec Philippe. J'ai du mal avec grand déballage. Un peu voyeurisme. Ouais, voilà, c'est du voyeurisme. Ça me fait très mal. J'ai l'impression d'assister à tout ce qui a suivi la mort de Johnny Hallyday, qui était vraiment assez détestable entre Laetitia, les enfants. Et encore aujourd'hui. Hein, et encore aujourd'hui, mais c'est vrai que ça s'est un peu tassé. Mais là, d'un seul coup, moi, j'ai envie de garder Delon. Voilà, plein soleil, la piscine, voilà, le samouraï. J'ai envie. Rocco, extraordinaire. Le guépard. Non, mais Rocco, le guépard, voilà. Delon est un immense. C'est un des derniers géants et j'ai envie de le garder comme ça. Ça me fait un peu mal de voir aussi ce chagrin des enfants, hein, parce que l'argent n'est pas l'argent. L'argent, c'est l'identification à l'amour de papa. Et on a bien compris que l'amour de Delon il a loupé l'éducation. Il va à sa fille en priorité à Anouchka, c'est évident. Et je comprends aussi le chagrin des garçons. Donc ça me fait mal pour eux, vraiment. Sébastien Ménard. Ouais, il y a une forme d'exhibition un peu malsaine. C'est vrai. Qui est d'abord, il faut le dire, et c'est triste, mais d'abord initié par le clan Delon, d'abord. Et évidemment repris à bon prix par les médias, parce que ça fait vendre du papier. Parce que c'est une icône. Voilà. Mais c'est triste. Oui, moi j'ai vu Alain Fabien hier sur les réseaux sociaux. Le fils, donc le petit, le dernier, et évidemment, oui, je comprends aussi. Alain Fabien, Alain Fabien, je comprends aussi quelque part cette espèce d'appel au secours qui est le sien. Voilà. Mais c'est triste, c'est très triste. Merci beaucoup Philippe Bilger. Françoise Degois, l'Allemagne paralysée par les grèves et une crise presque inédite. Hein. Quasiment inédite. Je n'ai pas le souvenir de grèves d'agriculteurs, de manifestations d'agriculteurs de cette ampleur. C'est des centaines de milliers d'agriculteurs qui bloquent le pays. Ils se retrouveront d'ailleurs la semaine prochaine. Ils étaient porte de Brandebourg. Ils bloquent les routes nationales. Il y a des bouchons terribles. Viennent se joindre à eux les cheminots allemands de la Deutsche Bahn, qui eux aussi se mettent en grève. Alors, ils se mettent en grève pourquoi ? Parce que, vous savez, le gouvernement allemand a une obsession. Voilà, c'est l'obsession de l'équilibre budgétaire. Il y a 17 milliards à trouver d'équilibre budgétaire. Ils ont décidé de rogner sur les taxes diesel et de rogner sur les taxes des véhicules en disant voilà, on vous accorde plus ces détaxes en réalité parce qu'on a besoin je simplifie, de couvrir et de combler le budget. Évidemment, ça a été une levée de bouclier. Le gouvernement allemand a reculé, mais pas suffisamment. Mais il y a quelque chose, ça dit quelque chose du mal-être. Ce géant économique allemand, cette première puissance mondiale, comme la France, deuxième puissance, comme européenne, comme la France, deuxième puissance européenne, comme l'Italie, troisième puissance européenne, parce qu'elle est devant nous en industrie, l'Italie, eh bien, ces trois pays se trouvent confrontés à quelque chose de totalement inédit. La précarité galopante, la pauvreté et l'appauvrissement des retraités. Mais ça, c'est la politique européenne. Mais c'est pas du tout la politique européenne. En l'occurrence, en Allemagne, ça s'explique très bien. Sur le libre-échange, les accords de libre-échange signés par l'Europe. Oui. Je voudrais finir parce que sur l'Allemagne, c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir avec pour les agriculteurs, si, ils sont plaignent aussi. Mais je vous dis pas ça. Sur l'appauvrissement général de la population, c'est vraiment lié aux lois Schröder qui ont été chantées. Et en fait, les gens ont été obligés de prendre des boulots beaucoup moins importants, avec des cotisations sociales moins importantes, une retraite qui s'est allongée et des gens crevés qui ont dit on préfère pas prendre tous nos droits et partir avant la retraite. Vous avez des retraités qui font des petits boulots exactement comme aux États-Unis. Cette précarité-là, elle vient aussi des décisions et de la
du caractère glacial budgétaire allemand, mais pas simplement. Donc il faut qu'on se regarde tous. Pays nanti, l'Allemagne, pays géant économique qui connaît lui aussi 20% de sa population précaire, entre 15 et 20%, comme la France et l'Italie, c'est pas normal. Sébastien Ménard. Si je cite celui qui m'a permis de gagner de C'est qui l'a dit, c'est-à-dire Emmanuel Todd, tout à l'heure, oui. Je vous encourage d'ailleurs à lire l'ouvrage qui vient de sortir d'Emmanuel Todd, où il explique ce qui est en train de se dépasser, se passer, c'est-à-dire le déclassement civilisationnel d'un vieux continent qui nous a fait et qui a éclairé le monde pendant pendant 5 siècles, pendant au moins, et c'est un peu ça. Et ce que vous dites, Françoise, c'est attention à ce qui se passe effectivement en Allemagne, parce que j'ai moi aussi le sentiment que c'est annonciateur de ce qui risque de se passer au-delà. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause et avec vous, Sébastien Ménard, visiblement vous dites que la Macronie n'est pas morte. Absolument pas. Ce sera l'occasion de faire Grâce un point sur à Gabriel Attal. le running gag. Allez, on vous souhaite la bienvenue. Merci à vous. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h avec nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger avec nous, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Le tour de table de l'actu, on a évoqué l'affaire Delon avec Philippe Bilger. On est revenu sur l'Allemagne paralysée par les grèves avec Françoise Degois. Et Sébastien Ménard, en plein remaniement, vous dites que finalement, le parti présidentiel n'est pas mort. Absolument pas. On était plusieurs d'ailleurs à se poser la question au sein du parti, à côté du parti, en tout cas parmi les amis du parti ou les amis du président Emmanuel Macron, si avant la fin de ce deuxième quinquennat, on aurait des bonnes nouvelles, on partagerait une forme de sursaut intellectuel, politique, et c'est le cas. Et c'est le cas depuis la nomination il y a quelques heures de Gabriel Attal comme Premier ministre à 34 ans. Voilà, qui a un parcours en tout cas sans faute depuis son élection à l'Assemblée nationale en 2017, parce que c'est, je dirais, l'un des petits premiers de cordée. Il faisait pas partie entre guillemets des grandes personnes qui soutenaient le président de la République au commencement. Il y avait une petite équipe quand même. Ils étaient plusieurs. Et Stéphane Séjourné, tous ces gens-là. Il était à côté de cette petite équipe. Donc il a réussi quelque part à se faire élire député. Je rappelle quand même dans une circonscription qui était celle d'André Santini, qui était persuadé que son petit protégé lui succéderait, ce qui n'a pas été le cas, puisque c'est Gabriel Attal qui s'est imposé. Et puis, j'ai envie de dire, au fil de l'actualité politique, au fil des difficultés du premier quinquennat, il a su, non pas tirer son épingle du jeu, mais apporter sa contribution, sa singularité. Et j'avouerai que au départ, on était et les uns et les autres sceptiques, mais il a de l'énergie, il a de l'audace, il a pour lui évidemment son état civil, mais il a cette volonté politique. On ne va pas parler d'expérience politique, même s'il a évidemment... En tout cas, de se démarquer des autres. Voilà. Il a évidemment un petit peu plus d'expérience aujourd'hui qu'il en avait en 2017, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour le macronisme, c'est évidemment une bonne nouvelle pour les macronistes, pour les marcheurs, j'en suis, et pour toutes celles et tous ceux qui espèrent que les 3 prochaines années qui seront les dernières années de la présidence d'Emmanuel Macron, seront des années utiles. Voilà. Et de ce point de vue-là, je vous le dis, oui, le macronisme est bien vivant. Philippe Bilger. Je suis intéressé par ce que vient de dire Sébastien, mais je ne relirai pas cette fois-ci. Non, mais cette fois-ci, en étant sérieux, je ne relierai pas précisément Gabriel Attal au macronisme. Macron. Non, je pense sérieusement, rapidement, que contrairement à ce qu'on prétend, Gabriel Attal n'est pas le clone d'Emmanuel Macron et qu'on peut avoir des surprises demain lorsqu'on le verra à sa manière conquérir son indépendance. Et il est très intéressant de voir déjà comment il a construit sa stratégie politique en quittant les réseaux traditionnels pour en créer d'autres. Et je crois que ceux qui imaginent que ce sera la voie de son maître Macron se trompent lourdement. Alors c'est exactement, j'ai absolument pas dit ça, j'ai simplement dit que de la même manière que on avait su comprendre, surprendre, accompagner
ait présenté quelqu'un de tout neuf à l'élection présidentielle en 2017 en la personne d'Emmanuel Macron, avec un casting nouveau, disruptif et détonnant après l'élection, je pense qu'aujourd'hui, on a le même potentiel et les mêmes possibilités avec Gabriel Attal. Je pense que, évidemment, je suis en totale opposition avec ce que vous dites. Je pense que de toute façon, le ressort est complètement cassé. D'ailleurs, l'opinion n'attend rien. Elle navigue. La moitié des Français attendent de voir. Ils s'en fichent totalement de cette espèce de plaidoirie et d'allégorie sur le macronisme qui n'est pas mort. Que soit important pour Emmanuel Macron de montrer que le macronisme n'est pas mort, c'est une chose. Et je m'inscris complètement en faux avec Philippe Bilger. Et d'ailleurs, la constitution de ce gouvernement est en train de le démontrer. Gabriel Attal, c'est Macron au carré, tout simplement. C'est un mini Macron. Il a la même pratique politique, les mêmes fausses vraies colères, les mêmes faux clivages, la même capacité à utiliser la communication. Je dis toujours que c'est Macron avec tous les défauts de Macron et les qualités en moins, parce que justement, il a peut-être pas cet exercice du pouvoir. Et la réalité, si vous voulez, c'est qu'il ne fera entendre aucun son différent. Le seul son qu'il pourra faire entendre éventuellement, c'est de partir parce qu'il aura été vincé, rincé, laminé, essoré à Matignon, parce que évidemment, qui peut imaginer dans la psyché macronienne que Emmanuel Macron accepte qu'un plus jeune que lui succède en 2027, c'est juste impossible. Donc, on peut être naïf, on peut penser qu'il va jouer sa petite musique avec son petit orchestre, ça n'arrivera pas, d'ailleurs ça commence. Le directeur de cabinet est imposé par, évidemment, Emmanuel Macron. Mais comme à chaque fois, Françoise. Non, mais Emmanuel Macron a toujours fait ça. Avant, ça n'était pas le cas. Non, mais sous Sarkozy, c'est pas Sarkozy qui a imposé le directeur. Je parle d'Emmanuel Macron, moi. Donc, regardez le résultat. Quand vous castrez le Premier ministre, quand vous castrez tous les ministres en expliquant que la politique procède de moi et moi seul, c'est le cas d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal ne bougera pas plus une oreille que les autres. C'est écrit. Je sais pas comment vous le dire. Je suis tellement triste pour vous. Moi, je suis triste ne crois absolument pas aux fatalités. Mais c'est pas un problème de fatalité, c'est que c'est son désir absolument d'être dans les clous à Gabriel Attal. Regardez le remaniement, ça commence. Il soutenait Aurore Berger contre vents et marées pour l'éducation. Aurore Berger n'aura pas l'éducation nationale. Attendez, Françoise. Oh, mais attendez, rien du tout. C'est déjà écrit et malheureusement. Restons optimistes et solidaires. Mais c'est pas un problème d'optimisme, parce que pour vous, c'est l'optimisme. Pour moi, si vous voulez, ce qui se passe, c'est totalement délirant. C'est grotesque. S'il vous plaît. Une chose qu'on confirme pour Rachida Dati, Sarkozy a fait le forcing. C'est lui qui est derrière. En tout cas, mais c'est une question sur Rachida Dati. Les premiers ministres, pour l'instant, c'est Philippe David et moi-même. Donc, si vous permettez. On est deux à Matignon. Et dans un instant, l'Afrique du Sud a déposé plainte devant la Cour pénale internationale. On va en parler dans quelques instants avec cette question. Israël accusé de génocide à la Cour internationale de justice. Est-ce que pour vous c'est justifié ou plutôt scandaleux? Vous allez nous répondre bien entendu sur notre compte Twitter. Et pour le moment, allez-y Philippe, on répondra tout à l'heure. On répondra tout à l'heure, oui. Est-ce que pour vous c'est scandaleux? Est-ce qu'on peut parler de génocide à Gaza? Est-ce que pour vous, on n'est pas en train un peu quand même de dévoyer le mot génocide? Israël accusé de génocide à la Cour pénale, à la Cour internationale de justice, c'est justifié pour 47% des votants et scandaleux pour 53%. Et Patrick Baudouin est avec nous, président de la Ligue des droits de l'homme. Bonsoir, merci d'être avec nous dans cette journée un peu bousculée. Petite question avant de partir en pub, y a-t-il de la mauvaise foi en accusant Israël de génocide? Non, je crois pas. Je crois qu'au regard du sort insoutenable réservé aujourd'hui à la population civile palestinienne, et ce depuis 3 mois, il n'y a pas de mauvaise foi. Non, je ne crois pas. On en parle dans un instant. 0826 300 300. Vous voulez commenter cette information, en tout cas où on vous attend. On est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. En direct avec les vraies voix, bien entendu. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois et Sébastien Ménard pour commenter cette actualité. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. What the Amalek has done to you, that's genocide. Comment on peut oser, presque avec Israël, parler de génocide? Donnerait raison à ceux qui accusent actuellement Israël de mener un génocide à Gaza, parce que déporter de façon forcée une population, c'est un génocide. Gaza has become a place of death and despair. S'il y avait bien une organisation qui avait pu faire un génocide contre Israël, contre le peuple juif, c'est bien le Hamas. De toute façon, d'un point de vue du droit international, c'est illégal.
Et donc Israël accusé de génocide contre les Palestiniens de Gaza. La Cour internationale de justice examine à partir d'aujourd'hui la requête déposée par l'Afrique du Sud devant la plus haute juridiction de l'ONU, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Peut-on parler de génocide à Gaza ou est-ce que le mot est en train d'être, on va dire, dévoyé de son sens qui consiste à l'anéantissement total d'un groupe humain ? Pour vous, parler de génocide à Gaza, c'est justifié pour 47% et scandaleux pour 53%. Et notre invité, pour en parler, Patrick Beaudouin est avec nous, président de la Ligue des droits de l'homme. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, on fallait s'y attendre finalement à cette... Oui, alors, d'abord évidemment, j'attends avec impatience les observations du président Beaudouin. En ce qui me concerne, bien sûr, je ne dénie pas très modestement à l'Afrique du Sud le droit d'avoir engagé ce processus. Un pays peut le faire. Deuxième élément, il ne me semble pas, mais évidemment je le dis avec prudence, que les éléments constitutifs sur le plan international du génocide soient réunis, et notamment le caractère volontariste, malfaisant et profondément prémédité d'une éradication d'une population tout entière. Et donc il me semble que ce processus qui émane de l'Afrique du Sud est une manière de montrer à quel point on considère que ce qui se passe à Gaza est très grave, évidemment extrêmement préoccupant et durable, mais qu'en même temps, la seule accusation de génocide semble être à la hauteur de ce qu'on ne parvient pas à dire autrement. Je me demande si c'est pas un signe d'impuissance que d'accuser Israël de génocide alors qu'on sait que ça n'est pas profondément pas le cas. Françoise Degois. Moi, je pense que c'est pas pour tirer la sonnette d'alarme. L'Afrique du Sud est coutumière. Je vous rappelle la conférence de Durban qui a elle-même lancé l'idée que Israël pratiquait l'apartheid, ce qui est absolument une honte. Moi, je pense que cette accusation relève d'un climat général, politique, classique, d'une partie des Nations Unies qu'on connaît très bien, notamment la partie de l'Union des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Nous connaissons parfaitement cette musique, nous, en tant que citoyens. C'est lamentable, c'est dégueulasse, en fait, d'accuser Israël de génocide. Le génocide, vous l'avez très très bien qualifié, c'est donc la décision affirmée d'éliminer, c'est-à-dire vouloir transformer les Palestiniens aujourd'hui en juifs de l'occupation sous les nazis, c'est indigne en réalité. Ça ne veut pas dire que les Palestiniens ne souffrent pas, ça ne veut pas dire que c'est torturant de vivre à Gaza. Je rappelle que Israël, je n'ai jamais fait partie des gens qui pensent que c'est l'armée la plus morale du monde. Je ne crois pas une minute à cette fable, mais les gens sont déplacés parce qu'on les prévient des bombardements. Il est hors de question, j'entends les délires de la France insoumise sur la déportation. On raconte n'importe quoi et je trouve ça dingue que des grandes organisations internationales acceptent qu'on dévoie des mots comme génocide. Le Rwanda, oui, bien sûr, la Shoah ou la déportation. Avec cette affaire, c'est une honte en fait. Ce qui se passe en fait à La Haye, je vais vous le dire, pour moi, c'est honteux. Et honte à tous les gens qui y participent, notamment en tête, bien sûr, et qui le claironnent urbi et orbi depuis 2 jours, Jean-Luc Mélenchon et toute la France insoumise. Sébastien Ménard. Alors, je vais comme Françoise, dire que le procès politico-médiatique et moral qui est fait à Israël est une honte. Je rappelle que Israël n'a pas souhaité ce qui se passe. On a assisté il y a 3 mois, le 7 octobre, à des pogroms, à des massacres, à des exactions, à des exécutions d'enfants, de bébés, etc. En fait, on appelle ça comment ? Et que en réponse, l'État d'Israël a organisé une riposte militaire qui, certes, peut, d'une certaine manière, se transformer comme une opération douloureuse, mortifère et dégueulasse. Je vais au bout, pardonnez-moi mes chers collègues, mais qu'à la fin de la fin, il n'y a pas de volonté de l'État d'Israël, des Israéliens et des Juifs du monde entier que d'exterminer les Gazaouis. C'est pas ça le sujet. Patrick Beaudouin, président de la Ligue des droits de l'homme, merci d'être avec nous. Je reviens sur une information qui dit que la vice-procureure d'État, Dina Gilbert,
qui ne ménage absolument pas le gouvernement israélien d'habitude, dit que c'est que l'Afrique du Sud, en tout cas l'accusation de génocide lancée par l'Afrique du Sud lui paraît scandaleuse et que pour elle, Israël exerce simplement son droit à se défendre. Quel est votre point de vue ? Mon point de vue, je sais qu'on est sur un sujet et on vient, à travers les interventions qui ont été effectuées, d'en avoir la confirmation, qui est un sujet extrêmement passionnel, extrêmement compliqué et qu'il faut aborder si possible, sereinement. Les attaques des 7 et 8 octobre par le Hamas, les attaques terroristes, moi je les ai qualifiées très vite de crimes de guerre et plutôt de crimes contre l'humanité parce que c'était une attaque dans le cadre contre une population civile, une attaque généralisée, systématique, en connaissance de cause, donc j'ai pas hésité au qualificatif. Ce qui se passe depuis lors... mais pas terrorisme. C'est crime contre l'humanité. C'est ça. Il a été très clair au début, Patrick Bombroin. Je viens de dire acte terroriste. Pardon, je n'avais pas entendu, pardon. Je viens de dire acte terroriste, mais pour moi, la qualification dans le cadre des crimes internationaux les plus graves, je pense qu'on peut parler de crimes contre l'humanité. En ce qui concerne Israël, riposte, d'accord, riposte. Mais quelle riposte? Qu'est-ce qu'on voit depuis 3 mois et demi? On voit tout de même toute une population civile qui est victime vraiment dans des conditions qui sont d'une inhumanité considérable. Il faut entendre, par exemple, le personnel médical des organisations internationales qui peuvent encore être là-bas, comme Médecins du Monde ou d'autres, qui vous expliquent que les victimes sont pour les 2/3 des femmes et des enfants. Les victimes des bombardements, que ces 60% de Gaza qui se trouvent aujourd'hui détruits, c'est 1 700 000 Palestiniens qui ont été chassés du nord pour aller vers le sud, qui se retrouvent entassés dans des camps. Ils sont privés de nourriture, d'eau, et il y a des... C'est la guerre en fait. Vous savez, c'est la guerre. La Syrie c'était pareil. Mostar, mais Mossoul c'était pareil, Patrick. La guerre ne donne pas tous les droits. Il y a des conventions de Genève. Bien sûr. Je suis d'accord. Je vais vous citer une déclaration, puisqu'on est sur ce sujet, par exemple, du ministre de la Défense israélien. Nous imposons un siège complet à la ville de Gaza. Il n'y aura ni électricité, ni nourriture, ni eau, ni carburant. Tout est fermé. Nous combattons des animaux humains. Non, mais ça je sais, bien sûr, c'est indigne. Mais c'est indigne. C'est quand même le ministre de la Défense. Oui. Bon, après, vous avez pour ne pas être en reste, il y a un de ses conseillers qui a dit on doit créer une crise humanitaire à Gaza obligeant des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes à se réfugier en Égypte. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'épuration ethnique. Alors, je termine si vous voulez, parce qu'il faut rester. Bon, moi, ce qui ne me choque pas, c'est qu'au moins on se pose la question. Vous savez que les rapporteurs des Nations Unies, maintenant, ont d'abord dit... Premier avertissement, est-ce qu'il n'y a pas un risque de génocide? Deuxième avertissement, il faut empêcher le génocide. Troisième avertissement, on constate qu'il y a un génocide en cours. Ce sont les rapporteurs des Nations Unies, c'est pas moi. Voilà. Bon, après on peut dire le droit international, les Nations Unies, on s'en contrefiche. Mais quand même, c'est des rapports. Dernier point. Qu'est-ce que le génocide? On est obligé de vous couper, monsieur Baudot. Très court, 20 secondes. 20 secondes. C'est commis dans l'intention de détruire tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial. Alors, par le meurtre, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Ou la soumission à des conditions d'existence devant entraîner la destruction physique. Quand on pousse à la famine, quand on empêche d'être soigné des personnes, et par milliers, 23 000 morts, des milliers... C'est les chiffres du Hamas, vous le savez très bien. Vous n'avez aucun moyen de vérifier ces chiffres-là. Moi, je ne mets pas en cause le drame des Gazaouis, mais je trouve ça dingue que vous marchiez au son de ce tambour-là. Parce que même poser la question, ça continue dans ce climat délétère absolument dégueulasse. Je ne comprends pas ce qui vous arrive vraiment à la Ligue des droits de l'homme, sérieusement. Pareil. Merci beaucoup, Patrick Baudouin. En tout cas, on a entendu votre message
message, même si on n'est pas tous d'accord. Merci beaucoup, président de la Ligue des droits de l'homme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et avant de partir en pub, on fait un point avec vous, Félix Mathieu, sur ce remaniement. Avec Rachida Dati qui vient d'annoncer aux élus LR de la ville de Paris sa nomination au gouvernement comme ministre de la Culture. C'est désormais donc confirmé. Sont aussi confirmés quasiment officiellement Bruno Le Maire à l'économie, Gérald Darmanin reconduit à l'intérieur, Sébastien Lecornu comme ministre des Armées, Éric Dupond-Moretti à la justice, tous confirmés quasi officiellement, tout comme Prisca Thévenot qui était alors jusqu'ici secrétaire d'État à la jeunesse. Elle devient porte-parole du gouvernement à la place d'Olivier Véran. Ceux qui restent à confirmer, il y a Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, qui deviendrait aussi ministre de l'Éducation nationale en plus des sports. Et puis Amélie de Montchalin pourrait, selon certains confrères, entrer au gouvernement. Elle avait, pour rappel, été battue lors des dernières législatives. Elle avait alors dû quitter le gouvernement. Merci beaucoup, Félix. On peut faire un peu de décodage en une minute. Non, on est très en retard. On est très en retard. Merci beaucoup, Françoise Degois. Merci Philippe Bilger. Merci Sébastien Ménard. On vous retrouve dans un instant pour la suite de ce programme. On va parler automobile avec un petit retour. La Smart, vous vous souvenez? Absolument. On en avec parle les dans un nouvelles instant. Smart. On en parle dans un instant.